Il était une fois en Éthiopie, le vent et les mouches pour seule compagnie. Il était une fois en Éthiopie où l'histoire d'hommes nomades en quête de bœufs, d'or et de sel. Ce sont eux qui m'intéressent. Une carte en poche, l'espoir au bout des yeux. Mon voyage commence pourtant au fond d'un trou. Oh merde! Bienvenue en Éthiopie. L'Éthiopie, c'est 85 millions d'habitants, quelques millions de nomades. Et c'est au pied d'un puits que j'ai décidé de les retrouver. Je suis à Dombluk. Aïe. Dombluk, c'est la région des puits chantants. C'est la particularité des Borona dans le sud du pays. Les nomades ont décidé de se mettre à cheval sur chacune des frontières. À la fois la frontière avec l'Érythrée, c'est les Afars, ce sera à la fin du voyage. Et la frontière avec le Kenya, c'est les Borona. C'est censé être maintenant. L'une des questions que je me pose, c'est de savoir combien de litres d'eau une vache boit dans ce pays. Enchanté. Ah, c'est comme ça qu'on fait ici. Enchanté, Christophe. Yeah. Yeah. Bienvenue en Éthiopie. What's your name? Comment tu t'appelles? Mon nom? Gofu. Goufou? Goufou. Goufou la Kalash. What happened? Qu'est-ce qui t'est arrivé au nez? Ah, ça, c'est à cause d'une vache qui voulait pas se séparer de son veau. Elle m'a donné un coup de sabot et je suis tombé à terre, voilà. La tête, non, ça va. Non, non, ça va pas, j'ai mal à l'os, là. Mais c'est pas grave. Allez, viens, je t'emmène au pâturage. C'est encore loin. En Afrique, on dit que au-dessus de l'Éthiopie, depuis le ciel, il y a un brouillard permanent qui est généré en fait par la poussière des vaches. C'est quand même 135 millions de dollars à l'exportation, les vaches en Éthiopie. C'est pas un moindre business. Ici, les vaches croisent les moutons croisent les chameaux, et on fait naturellement des dizaines et des dizaines de kilomètres pour venir boire. Et là, je crois qu'on va faire des dizaines et des dizaines de kilomètres pour aller manger maintenant. C'est le quotidien du nomade et du troupeau. Oh. Yo, yo. Un petit mouvement de foule chez les vaches et tu te fais vite broyer, à mon avis. Le but du jeu, c'est de faire avancer les précédentes qui sont pas les nôtres et de stopper les nôtres qui sont derrière. Ça semble simple comme ça, mais c'est juste le bordel. On sent l'évolution quand même, hein. Au début, on s'occupait du troupeau avec un bâton, après avec une lance, maintenant avec une calache. C'est le pays du 4. C'est ce qui renverse la tête en Éthiopie. Arrête de parler. Allez, prends-en plus. Prends. C'est pas bon, c'est juste pas bon. Non, mais garde tout. C'est pas bon. Hey, that's good. Le climat est quand même hyper changeant ici. Un coup il pleut, un coup il fait beau. Oui, le temps change vite ici. Ça fait même peur aux ânes quand la pluie et les nuages arrivent rapidement. On n'a jamais vu ça. Tout fout le camp. Au cœur de la savane, seuls les arbres s'amusent des variations du temps. Les esprits affolés, eux, dansent sur l'horizon et racontent la difficile vie des nomades. Ici, on marche. On court même pour devancer la faim, la soif et la nuit. Et lorsque le soir, le roi du ciel veille sur le troupeau, pour les hommes, c'est l'heure de la pause. À quoi elle ressemble ta vie de tous les jours? Comment tu t'organises avec le troupeau? Les chèvres, les bovins, les dromadaires, les ânes et les chevaux. Ma vie est basée sur la leur.
Tout mon travail repose sur eux. C'est comme ça. Je bouge tout le temps parce que je dois les nourrir. Je dois trouver de l'herbe fraîche pour qu'ils n'aient pas faim. Je dois aussi leur trouver de l'eau. Si je ne trouve rien, alors on repart. Quand j'ai faim, je sacrifie une de mes bêtes en route. J'ai entendu dire que les Borona n'aimaient pas parler de la taille de leurs troupeaux. C'est vrai? C'est parce qu'ici, on ne sait jamais dans quelle oreille ça va tomber. Peut-être dans celle d'un voleur. Mais avec moi, tu n'as rien à craindre. Je ne vais rien te voler. Non, non, je sais. Toi et moi, nous ne sommes pas en conflit. Nous sommes des êtres humains. Je ne suis pas inquiet. Mais alors pourquoi tu as toujours une calache avec toi? On a parfois des problèmes avec les Hammers, la tribu d'à côté. Ils viennent nous attaquer de temps en temps. L'année dernière, on a tué 20 d'elles dans une bataille. Mais bon, chez nous, un meurtre se rembourse contre une trentaine de bœufs. Et chez toi, comment ça se passe quand vous vous faites voler du bétail? Dans mon pays, j'ai pas d'ennemis. Mes parents élèvent des poulets, mais ils n'ont pas besoin d'une arme pour les garder. Ça n'a rien à voir avec ici. Tu as une tique, là. Quoi? La tique se nourrit de sang, et moi des histoires de Gofu. Au coin du feu et au pied des calaches, mes rêves de nomade en prennent un coup. Les bœufs se rangent du côté de l'ennemi. On tire à bout portant. Au réveil, je décide de m'enfuir bien loin des agitations de la savane et ainsi retrouver les promesses de la route. J'en avais marre d'aller au rythme des bœufs, donc j'essayais de trouver une voiture. Me demandez pas où je l'ai trouvée, hein. Au bord de la route, naturellement. Le plus important pour moi, c'était la clim. Ça m'a été garanti par ça. En fait, c'est la poignée, il n'y en a qu'une seule, qui permet d'ouvrir les deux fenêtres de chaque côté. Putain, je cherche. Purée. Il y a 5 bonnes raisons de courir en Éthiopie. Le bétail, naturellement, le sel, l'or, Dieu et les femmes. Et c'est vers elles que je me dirige, et vers une femme en particulier, c'est la femme de Gofu. Lui reste avec le bétail, il m'a encouragé à prendre cette route, parce qu'un petit peu plus loin, je dois trouver une vingtaine de tentes, des espèces de demi-pamplemousse posées sur le sol, et c'est vers eux que je me dirige maintenant. Bouya, par là. C'est un campement qui est absolument immense. Au moins une trentaine de huttes. Bouya. Là, c'est toujours au fond. Ça a l'air d'être là. Bouya. Entre, Bouya. entre. Salame. Bonjour. 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 Bienvenue. Comment tu dis ça dans ta langue? Boule. Café. 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 Et ça? Poil. 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 Poillo. Poil. Poil. Poil, yes. Poil. Barbe. 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 De quelle ethnie es-tu? Mon ethnie. Je viens de France. Dis-moi une chose. Comment ça se fait que sur cette planète, des hommes naissent noirs et d'autres blancs? Comment ça se fait? Comment je peux faire, moi? Réponds à cette question. J'imagine que c'est à cause du soleil.
En Afrique, il y a tellement de soleil que c'est peut-être pour cette raison que les gens, avec le temps, ont eu la peau noire, pour pouvoir s'en protéger. Comme il est blanc. Qui est-ce qui décide de lever le campement? C'est le chef ou vous décidez ensemble? Quand il n'y a plus assez à manger pour les bêtes, on envoie un éclaireur pour repérer un bon endroit. Il regarde la qualité de l'herbe et s'assure de la sécurité du nouveau lieu. Ensuite, on s'y rend tous ensemble. Donne-lui un. Oh, c'est brûlant. À ton tour. Super bon. J'adore. Du beurre et du café. Ça s'appelle la cérémonie du café. En fait, ils disent que ça rend la peau luisante, mais je veux bien les croire. Après la cérémonie du café, qui a lieu chaque matin, on retourne à ses occupations, ces jours de grande construction. Les autres hommes, ils sont pas d'accord parce que je donne le mauvais exemple. Je suis un homme qui travaille. En fait, tu penses que ça va mettre 10 ans pour faire une hutte et en 1 heure, ça va être bâclé l'affaire. Où est-ce qu'on va installer la porte? Je sais pas. Tous les côtés ne sont pas encore bien ajustés. Pourquoi c'est seulement les femmes qui construisent les tentes? Chez nous, les hommes ne s'occupent pas de ça. Ils creusent les puits et gardent les bêtes. La vie du campement nous appartient. Un homme qui travaille, ce n'est pas dans nos coutumes. Ce sont les femmes qui travaillent. Ici, elles s'occupent de tout. En l'absence des hommes, les langues se délient. La réalité du campement répond à une systématique bien réglée. Les femmes travaillent, pendant que les hommes prient pour que rien ne change. À chacun sa fierté, celle du pilon ou celle de la barbe. Ce soir, le ciel ne semble pas savoir de quel côté se ranger. En fait, je croyais que c'était pour les chèvres. Mais c'est là que je vais passer la nuit. Goufou n'est pas rentré du deuxième campement. Préparer mon lit. Quand j'étais petit, ma grand-mère, elle disait toujours quand j'avais perdu quelque chose, oh, la maison elle est quand même pas percée. Mais ce coup-ci, je suis pas si sûr. Allez, bonne nuit. C'est froid en Éthiopie en fait la nuit. Et surtout, on entend beaucoup les animaux. Bon, je comprends mieux pourquoi ils les mettent pas au centre du campement. On entend que la complainte des dromadaires répond à celle des ânes, qui répond en écho à celle des moutons, qui répond en écho à celle des vaches. Les éleveurs, ils emploient quand même la même feinte en toutes circonstances. Hein. Le petit sur une tétée et les 3 autres, on pique le lait. Hein? Hein? Ouais, bah en plus de la traite, c'est juste le truc normal à faire ici, quoi. Pour que les femelles puissent avoir du lait, il faut des petits. Pour qu'il y ait des petits, il faut en passer par là. Bon, moi j'y vais parce que je vais me faire taxer de voyeur sinon. Oh là.
Combien de lignes tu vas tresser comme ça? Je vais jusqu'au bout. Jusque-là? Et à chaque fois que vous décidez de bouger pour un autre endroit, vous devez tout refaire. Non. Le pan de mur que je tresse, on l'emporte avec nous à dos de dromadaire. Mais le toit, on le laisse sur place quand on part. Et après? Et celui-là? Laisse, ce n'est pas à toi de faire ça. J'arrête alors. Ben oui. Est-ce que tu es marié? Non, pas encore. Je ne suis pas encore marié. Peut-être dans quelques années. Et toi, tu avais quel âge quand tu t'es marié? 10, 20 ans. Chez nous, les proches du prétendant kidnappent la future mariée. On construit la tente du couple et hommes et femmes sont alors considérés mariés. Gofu a fait pareil avec moi, mais on est 4 femmes. Combien d'enfants vous avez? Ça dépend. Certaines femmes en ont 10. D'autres n'en ont que 2, d'autres 3, 5, 6. On en a beaucoup. Et chez toi, vous faites beaucoup d'enfants? En France, généralement, on a 1 ou 2 enfants. Ah, c'est pas beaucoup ça. Et comment vous faites quand un enfant meurt alors? Comment ça se passe? C'est rare en Europe. Quand des enfants sont malades ou meurent, les parents pleurent. Ça t'est arrivé de perdre des enfants? 5 garçons, 5 filles, tous en bonne santé. Et qu'est-ce que tu leur souhaites? Tu voudrais qu'ils aillent en ville plus tard pour travailler? Je leur souhaite d'aller loin et d'y rester. Celui qui n'a pas étudié demeure avec ses problèmes. Celui qui ne va pas à l'école n'a aucune chance de s'en sortir. Et celui qui a un travail fixe et qui n'a pas besoin de nomadiser, eh bien, ça c'est quelqu'un qui a réussi. Un jour, les nuages déménagent. C'est la fin de la saison des pluies. Ce jour-là, les nomades décident de partir en quête d'une herbe plus verte, comme ils le font tous les 4 mois. 1 heure pour démonter une tente, quelques jours pour s'installer ailleurs. En voyage, on ne pense pas à demain. Les adieux se passent toujours bien. Sans rien dire, j'abandonne les femmes à leur bâton, m'en remets à mes bidons. Direction la poussière et le brouillard, à l'ouest du pays. Voilà, donc nous sommes hier en Éthiopie, contrairement aux clichés et aux idées préconçues. J'essaye maintenant de retrouver un Eldorado. Je suis en direction de Dima. Dima, c'est la plus grande ruée vers l'or de ces 10 dernières années en Éthiopie. Il y a 15 000 chercheurs d'or qui sont venus des 4 coins du pays pour essayer de trouver le métal précieux. Et pour l'instant, moi, tout ce que je trouve, c'est de la pluie. Je vais vous montrer l'endroit où j'ai passé la nuit. Voilà, bon, pas si pire. Un lit, une moustiquaire. Le problème, c'est quoi, à 2h du matin, t'as un gars qui vient frapper à ta porte avec 2 chèvres en disant c'est ma chambre. Il l'avait réservée, c'est la plus belle de l'hôtel. Vous me faites une petite place?
Ok. Bon. Tu peux y aller. C'est parti, direction la mine d'or. Dima, c'est dans 3 heures. La notion de promiscuité dans ce genre de circonstances fait vite des nouveaux amis. Un pont. Je suis pas certain qu'ils aient éprouvé la solidité du pont avec un équipement de plusieurs tonnes. 3 heures comme ça fait 5 minutes, j'en peux plus. Reste calme. Quand même une bonne mafia le coup du camion, parce que tu fais que marcher, ils ont taxé tout le monde 50 beurres, c'est la monnaie locale. Et moi bien sûr, tarif étranger, hein, très très cher. Allez, c'est reparti. J'ai payé un peu plus cher, je suis passé devant. Tu aimes ton travail? Oui. Mais tu pourrais faire plus d'argent en cherchant de l'or, non? Non? Foutaise. Il faut de l'expérience pour extraire de l'or. Moi, mon truc, c'est la route. Et puis, je me fais plus d'argent avec la vente de ma bière. Jusqu'à 50 000 bières par cargaison. Mais bientôt, l'été sera là. Il fera trop chaud. La mine s'arrêtera. Il n'y aura plus de travail pour moi. Toi, par exemple, après ton passage ici, tu partiras ailleurs. Et ben moi, c'est pareil. Quand tu n'auras plus rien à faire ici, j'irai vers le nord. Est-ce que tu souhaites que tes enfants prennent la relève? Non, jamais. Je ne souhaite pas ce métier pour mon fils. Mon fils sera un homme digne et responsable. Et c'est pour ça que tu as l'image de Dieu dans ton camion? Ah, ça! C'est mon ange gardien. C'est mon guide. Tu sais, en France, les chauffeurs mettent des calendriers de femmes nues dans leur cabine pour leur porter chance. Chacun ses anges. Chaque homme a le droit de croire en l'ange de son pays. Mais si je vais chez toi, je ne suis pas vraiment certain de comprendre pourquoi vos anges sont nus là-bas. Tu as déjà eu un accident? Un jour, je roulais tranquillement sur la route d'Addis Abeba. Je transportais des piments. Un bandit nous a obligés à nous arrêter. Il m'a demandé quel était mon tarif journalier. Je lui ai répondu que j'étais payé 50 bières. Il m'a alors donné l'ordre de compter 50 piments et de les manger. Sinon, j'avais une balle dans la tête. Je me suis exécuté. Je suis tombé malade pendant 27 jours. J'aurais préféré qu'on m'achève plutôt que de souffrir à ce point-là. Je suis. Au départ, ils étaient 15 000.
C'est l'information que j'avais il y a 300 km d'ici. Et manifestement, il serait pas loin de 40 ou 50 000. Le premier est arrivé il y a à peu près 2 ans. Le dernier, c'est le dernier wagon. Ouais, les autres. Et en fait, comme pour moi, pour la plupart, tout est parti d'une espèce de rumeur. Il y a un gars dans un café qui m'a écrit 3 noms, Gadissa, Gefena, Siyoli. C'est les noms des villages qui se sont construits il n'y a pas longtemps. Auparavant, c'était un blanc sur une carte et c'est devenu un campement. Là, on est bien en plein no man's land. Oh! Pour l'instant, le seul bout d'or que je vois, c'est la balle orange. Ok. Oh là! Sorry. Bon, je me suis pris ma tôle. Ça, c'est vrai. Ce qui est quand même hallucinant, c'est que tu traverses pendant 2 jours un no man's land total et tu arrives là, il y a à peu près tout. Restaurant, hôtel, même une prison, il paraît. C'est là-bas qu'on m'a encouragé à trouver un endroit où dormir. Au pied de la prison, du fer qu'on espère transformer en or, et des vautours prêts à border mon plumard. La nuit s'abat sur moi, et au-dessus du camp, après l'odeur de l'alcool et du plaisir, vient la grande complainte des calaches omniprésentes. La nuit à Dima, on se dit que le jour devrait suffire. Heureusement, le petit matin arrive. Les regards lourds se veulent presque rassurants. Quand tu es arrivé au campement, tu crois que c'est fini. En fait, tous les matins, il faut encore remarcher pendant au moins 1 heure. Parce que les trous sont dans la forêt. Au début, ils avaient commencé à creuser tout autour du campement. Et puis, les filons d'or se sont épuisés. Il a fallu aller toujours plus loin. On parle maintenant de bouger un jour tout le campement vers l'endroit où on cherche l'or. Mais en attendant, tout le monde marche. À un rythme, je dirais, éthiopien. Il est à peu près 6 h du matin. On est à 1200 mètres d'altitude. Et je crois que je suis celui qui marche le plus lentement. Et moi, dans cette affaire, j'ai un peu de mal à trouver ma place. Parce que je suis le seul blanc. On me prend pour un prospecteur étranger qui travaille pour le compte d'une entreprise occidentale. Et en plus, tout le monde est un peu l'étranger de tout le monde ici. Alors ça s'organise par groupe ethnique. Mais en ce qui me concerne, avant de retrouver un blanc, ça va être un petit peu difficile. Au bout du chemin, la forêt a l'odeur de la mort. Ici, seuls les ventres gonflés par la faim, l'espoir ou la peur, espèrent s'enfoncer sous terre au fond des boyaux. Un jour ou l'autre, à Dima, on finit toujours par creuser sa tombe. Voilà pourquoi autant d'hommes marchent depuis des jours et des kilomètres. Ça. Ah oh. Celui-là n'est pas profond parce qu'ils n'ont pas trouvé d'or. Mais dès qu'ils en trouvent, il y a toute une structure qui se met en place. Celui qui a commencé à creuser devient le propriétaire du trou, il fait travailler des ouvriers autour de lui. Et là, il y a toute une économie qui se met en place, celle des ânes, remplie et blindée d'eau, pour essayer de faire des espèces de vasques et enfin se mettre à l'abatté pour faire ressortir le métal précieux.
Sur 40 000 personnes qui travaillent, il doit bien y avoir 5-6 000 personnes au fond des trous, c'est monstrueux. Et puis tiens, une petite caloche. Ça faisait longtemps. Allez. Ici, il n'y a pas de générateur, il n'y a pas de moteur. Tout se fait à la main. Ils creusent des puits de presque 25, 30, 40 mètres de profondeur. Et une fois qu'ils trouvent une veine, ils vont en diagonale. Et parfois, les puits se rejoignent. Et parfois, c'est tellement profond, il y a tellement peu d'oxygène, qu'il y a un gars avec un soufflet qui envoie de l'air dans des tubes en plastique. C'est juste surréaliste l'histoire. Enchanté. Comment ça va? Combien de temps t'es resté au fond? Je ne suis pas resté longtemps. Un peu plus de 2 heures. Oui, c'est ça. T'as pas trouvé assez d'or pour rentrer? Non, j'ai rien trouvé encore. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris quand t'es arrivé là? Parce qu'au début, il y avait rien, non? Le plus étonnant, c'est que tous ceux qui creusaient trouvaient de l'or. Alors moi aussi, je m'y suis mis. J'ai commencé à creuser avec espoir. Je rentrerai chez moi seulement si je trouve de l'or. Tant que je n'en trouve pas, je reste. Je peux rester 2, 3, voire même 5 ans. Par contre, dès que je trouve, je change de vie. J'abandonnerai ce boulot. C'est le bagne ici. J'investirai dans le commerce ou bien je reprendrai des études. Et puis surtout, j'achèterai une voiture et je ferai construire une maison. J'ai plein d'idées. J'ai hâte de devenir un homme, être digne de respect, arriver là où en sont les autres. Depuis que t'es arrivé, mes hommes travaillent plus. Ou tu dégages ou tu viens me donner un coup de main. Ouais, c'est énorme. Oh, c'est énorme. Tu peux la garder? Moi, je suis comme un gamin. Le phénomène de densité de l'or fait que tout se concentre au fond. Donc on enlève les plus gros cailloux au début. Après, en remuant, tranquillement, petit à petit, on va réussir à trouver de l'or. It's gold. C'est de l'or? Oui. Non, non, pas de l'or, une pierre. Hein? Vas-y. Do it. Je le fais? Non, non, c'est pas comme ça. No good. Non, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Regarde ça. This one? Celle-là? Oui. Oh la vache, bordel. How have you heard? Comment t'as atterri ici? J'en ai juste entendu parler. But sometimes people Ouais, mais des talk fois, and les talk gens and they parlent, say, mais ils disent n'importe quoi. Pourquoi tu les as crus? Parce que tu sais quoi? Il n'y a jamais de fausses rumeurs quand il s'agit de l'or. Ceux qui trouvent partent et les autres, ils restent. C'est juste une question de temps. From where do the D'où est-ce que les gens viennent ici? and the gold mine come from? De toute l'Éthiopie. Les plus téméraires sont de l'ethnie Amhara. Ils viennent de la région de Gojam et de Gondar, à 1000 km d'ici. Do you know how much Tu sais combien pesait la plus grosse pépite qui a été trouvée? Elle faisait 7 kilos, mais le gars a disparu avec. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Voilà, ce qui est quand même hallucinant, c'est qu'à chaque fois qu'il tourne le truc, il y a une pépite au fond, quoi. Les plus grosses pépites du monde valent-elles autant de vautours? Dernier regard furtif sur de l'or qui ne brille jamais. Je m'enfuis pour le ciel, interroger Dieu sur la folie des hommes. Direction un peu plus haut, la montagne et le monastère chrétien de Debre Damo. Celui-là, il est mort. J'ai laissé les bœufs derrière moi. J'ai laissé les chercheurs d'or. Me voilà en fait en plein cœur d'un pèlerinage. Alors ça se voit pas trop parce que
On n'est que 4. Faut croire qu'à ce stade, la foi invite moins que l'or au voyage. Mais on y va et comme d'habitude, toujours plus loin et surtout toujours plus haut. Quand ça monte, tout le monde se tait, hein. C'est ça, Debre Damo. Le grand roc. Et il paraît que tout se passe en haut. Et il paraît que le chemin d'accès est juste impossible. Où est-ce que vous dormez? On passe la nuit là où elle tombe. Soit on demande l'hospitalité dans des fermes, soit on trouve une église ou un monastère. Le lendemain, on reprend notre marche. On marche jusqu'au soir. Depuis combien de temps vous êtes sur la route? Moi, ça fait 10 ans que je suis partie. Oui, 10 ans. Pourquoi décider de passer autant de temps sur la route? Après la mort de mes frères, j'ai perdu le goût de la vie. Alors j'ai décidé d'abandonner toutes les choses de ce bas monde, jusqu'à mes enfants que j'ai laissés à ma mère. Oui, la route pour moi est le résultat d'un grand chagrin. Qu'est-ce que vous espérez trouver à marcher comme ça, de monastère en monastère, d'église en église, d'année en année? Je marche pour que Dieu me donne une sainte et longue vie, pour que mes 2 enfants grandissent dans de bonnes conditions, pour que le ciel me donne les moyens de ma subsistance. Mais il y en a qui marchent pour leur bétail, d'autres encore pour chercher de l'or. Vous pour Dieu, c'est quoi le mieux? Nous ne vivons pas des apparences. L'or ne nous intéresse pas. Ce que nous voulons, c'est trouver le chemin du Seigneur. C'est tout. Comment vous vous êtes rencontrés? Sur la route. À plusieurs, on s'aide à avancer. Si l'une a une écharde, l'autre la lui enlève. Si l'une trébuche, l'autre la relève. Et si je meurs, c'est mon ami qui avertira la famille. Allez, on se dépêche parce que c'est le coucher du soleil. Tout le monde est pressé d'arriver. L'espérance pour bagage, la nuit pour compagnie. En Éthiopie, tous les chemins mènent à Debre Damo. Mon double plan loose. J'arrive de nuit et j'ai perdu mes pèlerins. C'est encore à 300 mètres plus haut. Et il y a déjà tellement de monde à ce stade que je vais essayer juste de trouver un endroit plat où passer la nuit. Je suis pas sûr d'être au bon endroit, parce qu'au pied des cactus, ça arrive. Je crois que je vais encore dormir habillé. Ah! Bon bah, autant vous dire que j'ai pas dormi, ça c'est pas une grande nouvelle. Le moine a chanté toute la nuit. Parce qu'en fait, il chante en guse. Le guse, c'est la langue des religieux. Et seuls les initiés savent la parler. Mes voisins, je suis assez d'accord avec eux, ils disent que la plus mauvaise chose qu'ils aient faite ces dernières années, c'est d'avoir installé l'électricité en haut de la montagne. Mort aux vaches. Même le jour d'une fête religieuse en Éthiopie, la vie est en proie à la mort. 50 000 pèlerins se rendent ici une fois par an pour fêter la montagne. Se retrouver un peu face à soi-même et beaucoup face aux autres. Tous ont les yeux rivés sur la paroi d'où pendent une corde et des hommes. Montera, montera pas. Les femmes et les vieillards sont priés de ne pas essayer. Moi non plus. Impossible d'accéder au monastère. On regarde se balancer la vie au-dessus du vide. 15 mètres d'une corde en peau de buffle me séparent du sommet. 15 petits mètres qui séparent aussi la foi de la folie. Selon la légende, un moine venu d'Égypte vint ici au début du VIe siècle. Au bout de 12 ans de prière, l'archange Saint-Michel lui envoya un serpent pour l'aider à se hisser. En haut, l'herbe était verte,
et le terrain assez plat pour poser les premières pierres de son monastère. Il me semblait que Dieu rigolait jaune de tout cela. D'un revers de la main, je décidai de m'en remettre à la route et à ma nouvelle monture, couleur de circonstance. Dernier conseil du vendeur. Fais bien attention quand tu avances contre le vent parce que le capot peut se retourner. Qu'est-ce que c'est que cette affaire encore hein? Toujours pour un taxi. Je peux pas freiner, gars. Yeah. T'es taxi? Yeah, kind Pas of vraiment, taxi. mais je peux te déposer. Taxi, a little bit. Je vais en Arabie Saoudite. No. Saoudi? En Arabie Saoudite? Allez, en avant. Yeah, I don't Moi, je vais pas en Arabie Saoudite, hein. Je suis déjà allé là-bas il y a des années. What's your Comment name? tu t'appelles? Stéphanos, Nice to meet you. I am Enchanté, Chris. moi c'est Chris. ravi. T'es américain ou allemand? I am Je suis French. français. Oh, français. T'es un ami de Zinedine Zidane alors? No, 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 no. How far C'est is loin Saudi l'Arabie Saoudite here? d'ici? Oh, c'est pas très loin, il y a à peu près 1000 à 2000 km. À pied, ça va me prendre 3 à 4 mois. On est 20 à 25 000 personnes à faire le voyage. Why do you Pourquoi tu vas là-bas? C'est loin. Pour avoir un bon salaire, une bonne vie aussi. J'ai une grande famille à nourrir. Is it Et c'est dangereux? Oui. Parfois, en chemin, tu peux tomber sur des bandits qui te dépouillent du peu que tu as. Et puis, tu peux aussi te faire dévorer par des animaux sauvages. Ah. Tu vas où, toi? I go to. Je vais à Ahmed Allah. Chez les Afars. Yeah. Ouais. Fais attention, hein. Si t'as un accident et que t'écrases un de leurs chameaux, ils te tueront. Oh yeah. I already have. Je dois vraiment te croire. Ah oui, oui, tu peux me croire. Fais attention, les Afars, c'est pas des gentils, hein. J'arrive en territoire afar, par la région du Dalol, qui signifie désintégré dans leur langue. Des lacs d'acide, des émanations de saumure et de soufre. Le sel n'est pas loin, l'enfer non plus. À quelques kilomètres de là, pourtant, la vie fait de la résistance. On vient par caravane entière, dans une dépression à 130 mètres sous le niveau de la mer, chercher l'or blanc. Ici, on coupe le sel à la hache et on donne le bâton en guise de bienvenue. C'est lourd comme une vache. Ah ouais. L'exercice du planter de bâton, c'est la première étape. Il s'agit de décoller les plaques de sel qui font à peu près 20 cm d'épaisseur. On dit qu'il y aurait 2000 mètres de sel dans le Danakil. 2000 mètres d'épaisseur. Donc la réserve est quasiment inépuisable. Mais le process est exactement le même depuis des siècles. On décolle la première couche, ensuite on découpe. La dernière étape, c'est de donner une forme rectangulaire au bloc. Et en fin de journée, on sera capable de partir avec les caravanes. For how many more Combien years? de temps tu penses encore pouvoir faire ce boulot? Ça ne se terminera jamais. C'est ainsi depuis toujours et ça le restera. Par contre, il nous arrive de changer d'endroit. On reste 2-3 mois en un lieu, on l'exploite complètement et puis on bouge. Il y a différentes qualités de sel ici. Alors on se permet de choisir, mais tant que c'est bon, on reste.
J'ai entendu dire qu'il y a une nouvelle route qui vient directement ici. T'as pas peur que les camions viennent et qu'il n'y a plus de caravanes? Non, pas du tout. Si les camions arrivent, ils ne pourront de toute façon rien faire sans nous. Tant qu'il y aura besoin d'ouvriers, on sera toujours sollicité. Et puis moi, je suis bien ici. Je gagne ma vie, j'ai la sensation de progresser. Et puis qu'est-ce que je ferais sans travail? Qu'est-ce que je ferais? Les hommes ont beau creuser, le sel ne sert à rien quand c'est l'eau qui manque. À midi, par 50 degrés en plein soleil, les tailleurs de sel rentrent au village, à 1 heure de là. Restent les caravaniers, les calaches, et ceux qui parviennent encore à trouver leur compte en plein nulle part. C'est bien 10 kg la plaque facile, non? 8 kg la plaque, 16 kg les deux. 70 kg, 150 kg sur le dos. Tranquille, plus que 2 jours. Ça prend 3 heures à charger. T'as l'impression qu'il charge pas, puis d'un seul coup, tous les chameaux sont chargés, tout le monde est prêt à partir. Boum, ça fait une journée qu'on attend. C'est un peu surréaliste. Et puis voilà, tu pars. Il est 4 heures de l'après-midi. Il fait encore 45 degrés. Et normalement, c'est 2 jours de voyage. Depuis combien de temps tu fais le voyage? 7 ans seulement. Et avant, tu faisais quoi? Avant, j'étais berger. Je gardais des moutons. Et caravanier alors, ça rapporte mieux? Auparavant, oui. Mais les temps changent. J'aurais dû rester avec mon troupeau. Boire du lait, manger de la viande. Avant, j'avais une autre allure. J'étais beau et gras. Aujourd'hui, je suis mince, je ressemble à rien. Je fais le voyage parce que j'ai pas le choix. Il y a eu une époque où on voulait tous faire caravanier. Le sel se vendait à un bon prix. À présent, le marché est mort. Mais ça me rend heureux de faire le voyage, de voir du pays. Et t'as pas peur, toi, de la nouvelle route qu'ils ont construite? Celle qui va de Mekele au désert de sel. Bien sûr que si, j'ai peur. Qu'est-ce que tu crois? Si je fais plus le voyage, qu'est-ce que je vais devenir, moi? La difficulté augmente. On a commencé à marcher sur du sel, après sur de la terre, maintenant les cailloux. À quand les grosses rochasses? Ça va faire 3 heures qu'on marche en pleine nuit. Le moindre ruisseau, parce qu'on entend de l'eau, ça me paraît être un torrent. Le moindre rocher, j'ai l'impression que c'est une montagne. Il est 9 h du soir. On fait asseoir les chameaux. C'est assez sport décharger 50 chameaux. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu recharges dans 3 heures. Marcher, boire, manger, l'essentiel quoi. Un caravanier s'occupe d'abord de ses animaux avant de s'occuper de lui.
Pourquoi vous voyagez surtout de nuit? Pour protéger les chameaux de la chaleur et du soleil. T'as vu comme ils sont chargés déjà? Tiens, prends. C'est tout ce que vous mangez? Oui. Le pain de la route et l'eau du ciel. Mais quand tu manges ça, t'as besoin de beaucoup d'eau, hein? C'est du bon pain. Il n'y a pas de mie. On le fait cuire dans le sable, spécialement pour le voyage. Et dans combien de temps on repart? C'est le ciel qui décide. Tu vois cette étoile là-haut? On repartira quand elle sera descendue. C'est quoi le moment le plus difficile sur la route? C'est quand le sommeil nous prend en chemin. Il arrive qu'on en tombe de fatigue. Les chameaux nous traînent par terre. On se réveille, on ne sait plus où on en est. Ça, c'est dur, oui. Moi, je crois que je vais aller dormir un peu, hein. Non, on n'a pas le temps. Faut repartir. Faut que tu m'aides à recharger. Celui-là est bien chargé. Chargement vide, chargement plein, chassé croisé de caravane. Ouais, c'est là que mon voyage se termine. Nomadsland en Éthiopie, c'est fini. Ça a commencé en plein nulle part. Ça finit au milieu de nulle part. Voilà, ça me semblait être une bonne fin. À bientôt.